Nous nous retrouvons sur le plateau des PSAD et nous accueillons Michel Chassant. Le docteur Michel Chassant, vous êtes vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes médecin généraliste et vous avez été de longues années syndicaliste médecin. D'abord président de l'UNOF, la branche généraliste de la CSMF, puis président de la CSMF et président de l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales. Avec nous sur le plateau, nous avons également Patrice Rixin de la FEDEPSAD et Pierre Boursier de l'UPSADI. Bonjour messieurs. Alors Michel Chassant, première question. Par rapport à l'époque où vous étiez encore médecin généraliste dans le Cantal, on le rappelait tout à l'heure, le secteur des PSAD a pris un essor très important et dans le même temps, on dit que les médecins généralistes ont moins de temps pour aller au domicile. Comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce que vous analysez cette évolution? Alors, tout d'abord, il y a une forte aspiration de la part des patients, à juste titre, c'est de pouvoir rester chez eux et de pouvoir se faire soigner à leur domicile. On parle même d'ailleurs de la fin de vie, ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet, mais la fin de vie sur la convention qui vient de s'achever au Conseil économique et social sur la fin de vie, montre combien tous les dispositifs qu'on met en place pour les soins palliatifs et autres, de plus en plus se passent au domicile. Donc il y a une aspiration forte de la part du public, à juste titre, de pouvoir rester chez soi pour se faire soigner et le plus longtemps possible. Mais pour cela, il faut qu'on mette en place des moyens. Et ces moyens ne sont pas toujours là. C'est à la fois des moyens financiers, bien sûr, on parle toujours, il y a besoin toujours de finances, mais c'est surtout des besoins humains et des besoins de coordination et d'organisation du système. Parce que tout le monde sait bien qu'on a un système de santé qui est particulièrement cloisonné, à tous les étages. Cloisonné entre le médical et le médico-social, cloisonné entre le monde médical et tout ce qui l'entoure, en particulier tout ce qu'on appelle traditionnellement les paramédicaux, moi je préfère les appeler les professionnels de santé, hospitalisation publique, hospitalisation privée, médecin généraliste, médecin spécialiste, enfin bref, on a un morcellement du paysage sanitaire français qui finalement va tout à fait à l'encontre des besoins réels des patients. Donc il y a un besoin d'organisation du système. Et dans ce système-là, eh bien, les prestataires de santé à domicile, les PSAD, eh bien, ont toute leur place parce que à partir du moment où on parle d'alternative à l'hospitalisation, à partir du moment où on veut développer le maintien à domicile, il faut qu'on se retousse tous les bras. Pourquoi? C'est parce que d'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pénurie médicale aujourd'hui. Elle ne frappe pas que le monde médical, elle frappe aussi le monde paramédical. Elle va demain frapper, à mon avis, le secteur pharmaceutique également. On voit de plus en plus d'officines qui ferment, notamment dans un certain nombre de zones reculées, etc. Bien. Et donc, dans ce contexte-là, plus on va être d'acteurs et plus on va être efficace. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul intérêt à tout cela, c'est l'intérêt du patient. Le système de santé, il a d'abord été construit et il reste en priorité destiné à bien prendre en charge les patients. Voilà. Et donc, partant de là, les prestataires de soins à domicile ont particulièrement donc leur place parce que si on parle de maintien à domicile, d'alternative à l'hospitalisation, de sortie d'hospitalisation, ça ne va pas se faire tout seul, notamment pour ceux qui ont besoin d'appareillage, pour ceux qui ont besoin de traitements complémentaires, qui ont besoin d'un suivi, qui ont besoin d'une permanence des soins. Dieu sait que cette permanence des soins pose un certain nombre de problèmes. Enfin bref, si tout ça fonctionne de concert, en pleine coordination, eh bien, on aura de plus en plus de personnes qui pourront se faire soigner à domicile, y rester le plus longtemps possible, voire jusqu'à la fin, et puis avoir une meilleure qualité de vie, parce que personne ne peut nier, on est quand même mieux à son domicile pour être pris en charge que dans le cadre d'un hôpital, fût-il de très bonne qualité. Et Dieu sait qu'on a un tissu hospitalier, un tissu de santé en général en France, qui est quand même de qualité lorsqu'on le compare à bien d'autres pays. Alors, insuffisance de moyens pour le maintien à domicile et besoins croissants, vous partagez aussi ce point de vue, messieurs? Ah oui, totalement. Alors,
tout ce qui a été dit est très vrai et on peut rajouter comme élément complémentaire le fait que les évolutions démographiques, l'augmentation de l'espérance de vie, vont rajouter à la complexité d'apporter des solutions. Parce que la notion de volume vient rajouter au constat qui vient d'être fait et qui est déjà très juste. Et puis, un autre élément aussi qui est absolument fondamental, c'est que cette notion de notre système de santé qui fonctionne en silo ne peut plus continuer. Il ne peut plus continuer parce que ça fait des années qu'on parle de coordination et je pense que désormais, il faut qu'on la mette en œuvre. Et la coordination, ça commence par faire sauter les silos. Ça veut dire travailler ensemble. Et on est confronté à encore une fois, à une telle augmentation de patients ou de personnes âgées, puisqu'il n'y a pas que des patients malades, mais il y a aussi la perte d'autonomie, il y a aussi les problématiques de prévention, d'accompagnement, qui sont en amont, je dirais, du soin ou de l'appareillage, et sur lesquels on peut également intervenir. Tous ces sujets-là sont amplifiés par l'accélérateur de la courbe démographique qui va amener, je dirais, une situation où aucune solution prise isolément ne pourra apporter une réponse satisfaisante. D'accord. Pierre Boursier. Oui, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est l'idée du millefeuille, dont on parle souvent et qui, dans la santé, est un millefeuille à deux dimensions. Vous savez, le millefeuille avec les couches, vous avez également les couches verticales. Donc on est dans la situation aujourd'hui où je pense que tout le monde a le bon diagnostic. Après, la question, c'est quand est-ce qu'on se met vraiment à faire tomber les cloisons nécessaires. Quand on a, par exemple, un patient diabétique, je pense à notre métier, on a aujourd'hui plus de 100 000 patients qui sont sous pompe à insuline, par exemple. En fait, les patients ont un parcours de santé qui est un parcours plus ou moins rectiligne en fonction de leur âge, en fonction de l'évolution de la maladie. Mais aujourd'hui, on va dire, chacun est un petit peu dans son coin, chacun défend son beefsteak, entre guillemets, et il n'y a pas de gestion globale du patient. Et à un moment donné, on avait parlé, pour des pathologies importantes, de mettre un budget global à disposition pour soigner ce patient. Mais le simple fait de réfléchir à la façon dont le budget va être discuté ou pinaillé fait que les gens préfèrent rester dans leur schéma actuel plutôt que passer à des choses un peu plus, on va dire, radicales, quoi. Bon, maintenant, je rejoins aussi le docteur par rapport au fait que, quoi qu'il en soit et quoi qu'on dise, on a un millefeuille qui, finalement, en ce qui concerne le patient, fonctionne encore aujourd'hui. Parce que le patient français, et je vous rejoins, a quand même une chance importante aujourd'hui supplémentaire par rapport à un nombre de systèmes de santé. C'est peut-être, paraît-il, de moins en moins le cas, mais ça reste quand même une réalité. En France, les patients sont plutôt bien soignés, bien suivis, et il y a des personnels très compétents dans toutes les différentes cases donc, que vous avez citées, qui s'occupent de lui quand même au quotidien. Merci. Alors, Michel Chassan, un des effets les plus visibles, les plus immédiats du développement des PSAD, c'est que ça désengorge l'hôpital, qu'on a bien besoin. Est-ce que demain, qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse changer aussi aux règles du jeu sur la médecine de ville, en général? Ce qui vient d'être décrit est tout à fait important. En fait, l'outil qui permet de décloisonner tout système, c'est le mode de rémunération. Et ce mode de rémunération, aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'il est tout à fait vertical. Et il est cloisonné. Ça veut dire que les professionnels gagnent leur vie par rapport aux actes qu'ils font personnellement et qu'ils facturent, soit à l'assurance maladie, soit aux patients, soit à d'autres, les tiers payeurs. Et on n'a pas mis en place, ou de façon expérimentale seulement, des paiements au forfait, des paiements à l'épisode de soins, des paiements d'équipe de soins, des paiements qui prennent en compte le parcours de soins, la trajectoire du patient dans le système de soins. Les exemples sont légion. Par exemple, on peut imaginer que lorsque on opère un patient pour une prothèse de hanche, il puisse être donné une somme forfaitaire globale, permettant non seulement de financer tous les examens préopératoires nécessaires, l'intervention chirurgicale elle-même, bien entendu, la rééducation qui suit donc l'opération chirurgicale, l'accompagnement pour le retour à domicile avec un certain nombre de matériel, etc. Et puis, d'éventuelles erreurs qui pourraient survenir et qui nécessitent des adaptations, etc. Voilà, ça existe dans notre pays. Il y a des pays qui ont mis en place ce système-là avec bonheur. Et donc on voit bien que si on mettait en place des dispositifs de ce type, on forcerait, entre guillemets, en tout cas, on irait vraiment dans la direction d'un travail en commun et d'un travail coordonné entre les différents acteurs de santé. Et moi, je pense que, in fine, ce serait générateur d'économie et de bien-être pour les patients. Et on s'apercevrait combien finalement les alternatives à l'hospitalisation sont intéressantes, combien ça coûte cher et que ça nuit à la santé du patient de faire végéter des patients
souvent des broutilles, souvent un petit grain de sable dans un service hospitalier avec des coûts journaliers exorbitants, alors que les faire sortir chez eux, on peut qu'on les accompagne, on peut qu'on mette en place une coordination des soins. Croyez-moi, on ferait de sérieuses économies. Voilà, c'est un exemple très concret qui fait que le métier qui est le vôtre aujourd'hui, eh bien, pourrait parfaitement travailler en coordination et en synergie avec les professionnels de santé. Ça nécessite un certain nombre de choses. Je vais être rapide. Ouais. 1, ça nécessite une véritable coordination. 2, une rémunération qui puisse être donc conforme à cela, mais aussi une régulation. Et ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans toute la dynamique donc, de l'évaluation, bien sûr, de la protocolisation, éventuellement, de la valorisation. Et donc tout ça, évidemment, nécessite qu'on mette en place un certain nombre de choses. Je pense que la HAS, la Haute Autorité de Santé, serait bien inspirée de travailler dans cette direction-là pour faire en sorte que, eh bien, in fine, le patient voit sa qualité des soins prodiguée améliorée. Ce sont des axes de réflexion que vous retenez, Pierre Boursier, qui vous agréent? Je le retiens d'autant plus que c'est en cours. Donc c'est une bonne chose. Avec l'HAS, on travaille aujourd'hui sur notamment la certification, qui est un petit peu l'arlésienne, mais qu'on appelle nos voeux depuis plus de 10 ans. J'en parlais avec Patrice tout à l'heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la phase de définition finale des étapes. Alors après, il va falloir passer justement à l'exercice qu'on va faire, mais ça nous permettra globalement en fait de répondre encore mieux aux besoins des patients et puis aux besoins de l'HAS et de s'inscrire complètement dans le parcours de soins. Je retiens l'histoire du parcours de soins avec le vieillissement de la population dont parlait Patrice tout à l'heure. Les patients vont vivre beaucoup plus longtemps et tant mieux, beaucoup plus longtemps à domicile et tant mieux, mais ce sont également des patients qui, au-delà du plaisir d'être soignés ou suivis à domicile par les prestataires de santé, auront aussi des séjours à faire dans des hôpitaux, parfois dans des établissements de soins et rééducation, parfois dans d'autres structures. Et ce qui est très, très intéressant, c'est le fait d'être systématiquement les référents pour pouvoir suivre également leur parcours. Ce qui leur permettront, bien entendu, on en parlait tout à l'heure, pour la fin de vie d'être dans des meilleures conditions et de vivre le plus longtemps possible jusqu'au dernier souffle. Alors, il faut le dire aussi, parce que ça nous arrivera tous un jour à leur domicile. C'est sûr. Patrice Rixain. Alors, je partage tout à fait les propos qui ont été tenus et une considération du parcours de soins et une rémunération du parcours de soins, c'est une vraie révolution culturelle. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne sait pas faire la relation entre ce que va coûter un patient pris en charge à domicile et l'économie que ça génère à l'hôpital. Aujourd'hui, on est plutôt confronté à une logique de régulation, mais de régulation prix-volume, alors que le véritable enjeu, il est le coût par patient. Parce que dans une logique démographique où le nombre de personnes à soigner, à suivre, augmente de manière exponentielle, c'est compliqué de faire une véritable mesure d'économie si on le fait de façon globale. Et si on le fait en cloisonnant le coût de l'hôpital avec le coût de domicile, c'est encore moins lisible. Donc on a, je pense, une vraie problématique de lisibilité des tendances, mais qui nuit pour moi à la politique de santé publique, parce qu'il va falloir bien à un moment donné se donner les moyens de suivre et d'accompagner les gens et de les soigner de la manière la plus pertinente possible. Le principe d'un parcours intégré est de décloisonner les coûts et de regarder le coût, l'aspect médico-économique des patients, mais pris de façon individuelle, permettrait d'avoir une analyse plus fine. On peut rajouter à ça le paiement à la performance. Il y a des modèles européens qui sont sur ce système-là où on va regarder l'efficacité des soins et qui va induire la rémunération. Le fait de travailler aussi sur la prévention, encore une fois, mais également éviter les réhospitalisations, est une source d'économie très importante. Et puis, on est dans un contexte où, en considérant ce que souhaite le patient et en tenant compte de ses désirs, on sait aujourd'hui que plus d'un patient sur deux souhaite rester chez lui et ne pas être soigné à l'hôpital. Ce qui n'a pas toujours été le cas, et ce qui n'est pas le cas de toutes les générations, puisqu'en fonction de l'âge, mais dès qu'on parle de la population véritablement la plus concernée, qui est la population qui est un peu vieillissante, elle souhaite au maximum rester chez elle. Et ça peut contribuer aussi à la maintenir, à faire de la prévention pour éviter le glissement, pour éviter un certain nombre de problématiques de santé qui viennent se rajouter, des comorbidités, et qui rajoutent également au coût des économies de santé. D'accord. Alors, Michel Chassan, je voulais qu'on revienne sur deux travaux auxquels vous avez contribué pour le Conseil économique, social et environnemental.
d'une part un rapport sur la prévention de la perte d'autonomie et d'autre part un rapport sur les maladies chroniques plus récents d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous résumer dans les grandes lignes des préconisations auxquelles vous êtes arrivé à l'issue de ces travaux? Alors, tout d'abord, sur la prévention de la perte d'autonomie, vous avez prononcé un mot qui est important, prévention. Parce qu'on a un système de santé, malheureusement, qui est très axé sur le curatif et pas suffisamment sur la prévention. Tout le monde est d'accord là-dessus, sauf que ça fait 30 ans qu'on en parle et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et l'assurance maladie s'évertue aujourd'hui à rembourser le curatif et à négliger, à mon avis, beaucoup trop la prévention. Donc nous, on a travaillé au Conseil économique justement sur le thème de la prévention. Et la prévention axée sur la perte d'autonomie. Parce qu'on s'est aperçu, pas nouveau, mais c'est bien d'en prendre conscience, que finalement, à un certain âge, un grain de sable pouvait basculer vers la dépendance. Et pour ça, il faut savoir le prévenir. Et pour le prévenir, on a des outils. Bon, il y a l'outil ICOP, par exemple. L'outil ICOP, c'est un système qui est donc prôné par l'OMS. ICOP, c'est dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l'âge, c'est ça? C'est ça. ICOP, littéralement, ça veut dire Integrated Care for Old People. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ICOP. Je ne suis pas meilleur, mais... Et donc, dans ce programme ICOP, il y a en fait 5 axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle le dépistage, le repérage. Elle est basée sur la mesure, comme ça, sommaire, de 6 fonctions essentielles, qui sont la mémoire, l'ouïe, donc l'audition, la vue, évidemment, la psychologie, la mobilité et la nutrition. C'est simple. Rien qu'avec cela, si ça prend 10 minutes. Si on le fait à tous les Français à partir de 60 ans, et que, évidemment, on en tienne compte. Ça veut dire qu'on met en place un certain nombre de mesures pour faire une évaluation approfondie de ceux qu'on va déceler qui vont être donc pathologiques, enfin en tout cas qui vont pas être dans les clous. Et pour cela, donc, il faut évidemment, autant la première étape, eh bien, tout le monde peut y participer, y compris évidemment vous-même, mais la deuxième étape exige donc la présence et l'intervention d'un professionnel de santé spécifiquement formé pour cela. Puis il y a une troisième étape, c'est on fait le diagnostic, on évalue la gravité exacte et puis on met en place donc un bilan de soins personnalisé, parce qu'il faut qu'il soit personnalisé à chacun, qui est centré sur la personne et qui s'appuie sur les ressources de proximité. Parce qu'il s'agit bien de maintenir les personnes à proximité. Il ne s'agit pas d'aller les mettre tous dans des établissements pour personnes âgées, évidemment. Et pour cela, il faut évidemment suivre ce parcours de soins. Et puis, évidemment, ça nécessite l'intervention de beaucoup d'acteurs, les collectivités locales, le soutien aux aidants. Quand j'ai des collectivités, c'est toutes les infrastructures de transport, l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes. Enfin bref, il y a l'habitat aussi, on prend un parcours de l'habitat. Enfin bref, voilà un peu résumé très rapidement un certain nombre donc de mesures visant à prévenir la perte d'autonomie qui est un véritable fléau. Parce qu'on a un tsunami démographique qui est sans précédent. À l'horizon de 10 ans, 25% de la population française aura plus de 65 ans. Plus de 65 ans. Et ça fait que s'aggraver. S'aggraver, c'est un bien, je veux dire, c'est un bien. Mais les personnes les plus âgées, c'est-à-dire au-delà de 80 ans, eh bien, seront de plus en plus nombreuses. Donc, de plus en plus de personnes atteignent et vivent au-delà de 65 ans, mais de plus en plus viennent de plus en plus vieux. Et donc, qui dit vieux, dit évidemment apparition à un moment donné de la dépendance, et bien mieux la prévenir, et donc on est efficace ainsi. Le deuxième axe, c'est le deuxième avis que j'ai eu l'honneur de porter, c'est celui sur les maladies chroniques. Les maladies chroniques, alors là pour le coup, c'est vraiment votre secteur, si j'ose dire, ça explose littéralement, puisque nous avons aujourd'hui, nous le savons, il y a deux indicateurs pour cela. Il y a le nombre d'ALD, c'est-à-dire le nombre de personnes bénéficiaires du dispositif de ALD. Et de l'ALD, il y en a 10 millions. Environ, à la louche, il y en a un peu plus, mais c'est 10 millions. Mais en fait, il y a 20% de la population qui a au moins une maladie chronique. Voilà. Et donc, qui dit maladie chronique, dit évidemment qu'il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs visant donc à prévenir,
mieux prendre en charge et éviter qu'apparaissent d'autres maladies chroniques. Parce que souvent, ce n'est pas une maladie chronique qu'on a, c'est 2, c'est 3, c'est 4, parce qu'évidemment, elles s'empilent les unes par rapport aux autres. Et donc, quand je vois cela, quand je vois tous ces phénomènes qui sont devant nous, alors que notre pays joue depuis trop longtemps l'autruche, en se mettant la tête dans le sable et en ne voyant pas la réalité, parce que c'est quelque chose qui est là, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant, eh bien, il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes pour être en mesure de pouvoir faire face, d'une part à cette tsunami donc démographique, auquel je citais, et d'autre part à cette véritable épidémie, puisqu'il s'agit d'une épidémie de maladies chroniques, le diabète étant une des maladies essentielles, les maladies neurodégénératives également, bon, la maladie d'Alzheimer la plus connue, etc., Parkinson et autres, on voit bien que là on a une véritable épidémie qui est devant nous, qui est devant nous, elle est là, eh bien, il va falloir qu'on trouve les moyens pour donc prendre en charge tout ça. Et donc ça passe par la prévention et ça passe par une coordination entre tous les acteurs du système de santé en général. D'accord, prévention, coordination, Patrice Rixens, l'ordonnance vous convient? Alors la prévention, ça impose la proximité. On ne peut pas faire de prévention à distance. Enfin, on peut essayer, mais on n'aura jamais la finesse d'analyse, de suivi. Le programme ICOP est un programme éminemment intéressant. Les prestataires de santé sont proposés à plusieurs reprises. Et je pense que ce genre d'initiative doit se développer. On ne peut pas rester au stade expérimental. Il faut arriver à un système de surveillance, de veille et de prévention. Et pour ça, il faut démultiplier la surveillance ou la veille à domicile, l'accompagnement. Et ça peut se faire qu'au travers de gens qui sont dans les territoires, qui sont présents localement. Alors il y a des tas de professions et nous en faisons partie, à être régulièrement. Alors ce qui est intéressant, c'est que les prestataires de santé à domicile interviennent chez des patients dont la probabilité de perte d'autonomie, pour lesquels la prévention est très importante, puisqu'ils sont par définition fragiles. Mais ils peuvent le devenir encore plus si un certain nombre de dispositions, de mesures ne sont pas prises en amont. C'est pour cette raison qu'on est très, très motivés, très intéressés, et on propose depuis déjà plusieurs années de contribuer à cette prévention-là. On évoquait le sujet de la certification, et vous allez voir, c'est lié, parce que pour moi la certification impose un statut, et si à un moment donné on veut véritablement coordonner une prévention, il ne faut le faire qu'avec des gens qui sont identifiés comme étant soit des acteurs de santé, pas forcément des professionnels de santé, c'est pas ce que nous demandons. Mais vous voyez, à un moment donné, si on veut pouvoir discuter avec les tutelles, il faut qu'on existe. Et pour exister, il faut qu'on ait un statut. Concernant les pathologies chroniques, très rapidement, la prévention est aussi un sujet. Parce qu'il y a l'organisation et la coordination des pathologies chroniques, il y a le fait d'éviter les comorbidités, les exacerbations, les réhospitalisations qui coûtent très très cher à la collectivité, parce qu'une réhospitalisation en urgence, c'est un coût imprévu, brutal. Et donc il faut tout mettre en œuvre pour que la prise en charge à domicile, elle soit organisée, structurée, de manière à éviter ces exacerbations. C'est-à-dire qu'il faut véritablement reconnaître, là encore, la prestation et l'accompagnement qui est fait pour justement accompagner ces patients-là, parce qu'on sait très bien qu'il va falloir libérer de la disponibilité à l'hôpital par rapport aux logiques démographiques que vous avez très bien décrites. Pierre Boursier, commentaire? Oui, moi il y a un terme que j'ai du mal à accepter et à intégrer, je sais que c'est le nouveau terme utilisé aujourd'hui, c'est le terme d'usager. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi à intégrer parce que on s'adresse avant tout aux des patients. Et je pense que cette gestion souvent comptable de sa situation, même si on peut être submergé à un moment donné par le nombre hallucinant qui arrive, on a des gens, et heureusement pas notre cas, qui considérons que les patients sont avant tout une charge pour la société. Et c'est ça qui peut être aussi compliqué dans notre façon de voir les choses. Nous, on a des patients qui sont chacun des cas individuels, qui ont chacun des difficultés. Et quand on parle d'ALD, j'insiste sur la dimension également sociale de ces ALD, c'est que le marqueur social est très très fort dans cette population. C'est-à-dire que vous avez les couches les moins favorisées de la population qui sont le plus touchées par les ALD. C'est un élément très important à avoir également en tête parce que ce sont potentiellement ceux qui ont le plus besoin de soins ou de suivi particulier. Et il faut aussi intégrer cette dimension dans la façon dont nous, en tant que professionnels de santé, globalement, alors toi, j'ai déjà anticipé, je me suis déjà considéré comme un professionnel de santé, peuvent éventuellement traiter cette problématique également sociale et sociétale qui, pour moi, est vraiment du domaine du comité économique et social, pour le coup. Parce que c'est, quelque part, un handicap supplémentaire pour cette population.
Pour conclure, Michel Chassan, pour résoudre ce formidable défi que vous évoquez, démographico-sanitaire, on va dire, d'aucuns suggèrent qu'on réunisse des états généraux de la santé à domicile, du soin à domicile. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ce serait une excellente idée, hein. Effectivement. Si on veut faire bouger les lignes, il faut réunir les acteurs pour essayer de trouver des solutions innovantes. Évidemment, quand je dis les acteurs, c'est évidemment les professionnels, hein, de santé, les professionnels qui contribuent donc à la santé en général, le médico-social, très important. Il n'y a pas de prise en charge sanitaire si le médico-social n'est pas actif, hein, parce que très souvent, ça conditionne précisément le maintien à domicile. Vous avez raison de dire qu'il y a de très fortes inégalités dans notre pays, inégalité sociale bien connue, inégalité de revenus bien entendu, inégalité géographique aussi, parce que les pathologies ne sont pas les mêmes dans un endroit ou dans un autre. Donc il faut, si on veut mettre en place un dispositif d'états généraux du domicile, du maintien à domicile, enfin on appelle comme on veut, il faudra également avoir une approche géographique localisée, parce que les éléments de santé sont très différents d'un territoire à l'autre, très différents en milieu rural par rapport à un milieu citadin et a fortiori des grandes villes. Et évidemment, ils sont très différents en fonction des zones. On sait qu'il y a des pathologies qui prédominent plutôt dans le sud, c'est plutôt les maladies psychiques, et plutôt dans le nord, c'est les maladies pulmonaires par exemple, hein, qui prédominent. On le sait, on connaît tout ça, on a des études qui montrent bien les besoins. Ils sont bien recensés, les besoins. Maintenant, il faut apporter des réponses concrètes. Et pour ça, je plaide, moi, personnellement, pour, évidemment, des états généraux, donc de la proximité, on peut les appeler comme on veut. Ouais. Mais également, je pense que la convention médicale, qui est d'actualité actuellement, évidemment, on voit qu'on a touché, à mon avis, à un certain nombre de limites. Je pense qu'on a un système qui date de 1971, qui est un peu poussiéreux, qui mériterait d'être remis au goût du jour. Et là aussi, si on faisait des états généraux précisément de l'exercice professionnel dans le domaine de la santé en général, on serait évidemment bien inspiré. Merci beaucoup, Dr Chassan. Merci messieurs.